Avant d'aborder le pourquoi et le comment de la présence de pyramides dans le monde entier, parlons de quelques exemples. Je commencerai par la pyramide du Soleil au Mexique. Ces gens savaient vraiment comment construire une ville. Leur centre urbain bien planifié s'étendait sur plus de 1800 hectares et comportait plusieurs pyramides. Mais la pyramide du Soleil est la plus impressionnante. Cette structure gigantesque a été édifiée en l'an 100 de notre ère et est l'une des plus grandes constructions de ce type dans tout l'hémisphère occidental. Elle s'élève à 66 mètres au-dessus du sol. Si vous vous retrouvez un jour dans cette ancienne cité, vous ne pourrez pas manquer la pyramide du Soleil. Elle se trouve juste à l'est de l'allée des Morts, la principale rue nord-sud de la ville. Pour construire cette incroyable pyramide, environ 765 000 mètres de matériaux ont été utilisés, dont une roche volcanique rouge appelée Tezontl. Impressionnant, non? Nous en savons assez peu sur ceux qui ont construit cette pyramide et sur sa fonction. Mais les archéologues pensent qu'il y avait autrefois un temple à son sommet. Dans les années 70, ils ont découvert un certain nombre de tunnels et de mystérieuses salles dans son sous-sol. En 2011, ils ont même trouvé une cachette contenant des pots en argile, des morceaux d'obsidienne, des os d'animaux, des figurines humaines et même un masque. Qui sait quels autres secrets se cachent dans cette pyramide? Si vous décidez de la visiter, vous devrez gravir les 248 marches inégales qui se trouvent sur sa face ouest. N'allez pas trébucher. Le Soudan a aussi ses pyramides. Les pyramides nubiennes ne sont pas aussi grandes que celles d'Égypte, mais il y en a quand même environ 200. Ces anciennes pyramides ont abrité pendant près de 1000 ans les tombes des pharaons du royaume de Méroé, qui régnaient sur l'Égypte de la Nubie à la mer Méditerranée. Les pyramides de Méroé ont été construites en granit et en grès rougeâtre. Et saviez-vous que le Soudan possède plus de pyramides anciennes que l'Égypte? Les pyramides couchites témoignent de l'architecture indigène et des traditions funéraires des royaumes de Napata et de Méroé en Nubie, que l'Égypte ancienne a influencé. Méroé, où ont été enterrés plus de 40 reines et rois, est le site pyramidal nubien le plus étendu. Les murs des tombes représentent des rois momifiés parés de bijoux, leurs coffrets en bois contenant des arcs, des carquois de flèches et d'autres objets témoignant des relations et des échanges commerciaux avec les civilisations égyptiennes et grecques. Si vous souhaitez explorer des tombes anciennes, vous pouvez donc éviter les foules en Égypte et vous rendre au Soudan. Envolons-nous vers l'Irak à la découverte d'autres pyramides. Les ziggourats sont composés de strates successives et de temples étagés. Au lieu de murs lisses et droits, elles ont des étages, comme des gâteaux, qui permettaient la réalisation de travaux et la tenue de rituels importants. Ces structures imposantes sont disséminées dans tout l'Irak et l'Iran. Elles témoignent de la puissance et des compétences des peuples qui les ont construites. L'une des plus grandes et des plus impressionnantes ziggourats est celle d'Ur. Il s'agit d'une pyramide rectangulaire géante de 20 à 30 mètres de haut, surmontée de 3 niveaux de terrasses et d'un temple. Pouvez-vous imaginer le nombre de briques cuites qu'il a fallu pour construire cet édifice? 720 000 pour la seule partie inférieure. Cette ziggourate a été construite pour le roi sumérien Ur-Nama. Comme les autres, elle existe depuis des milliers d'années, ce qui explique qu'elle ait été un peu malmenée. Heureusement, le roi babylonien Nabuchodonosor II et quelques archéologues sont venus à sa rescousse, respectivement au 6e avant notre ère et au 20e siècle. Aujourd'hui, elle se trouve près de la base aérienne de Talil. La ziggourate d'Ur a été construite en 2100 avant notre ère par le roi Ur-Nama, pour le dieu de la lune Nanna. C'était le plus haut bâtiment de la ville et on pouvait le voir à des kilomètres à la ronde. Il ressemblait à la flèche d'une cathédrale médiévale. Les gens y apportaient leur surplus agricole et obtenaient leur lot de nourriture en retour, mais c'était aussi un lieu spirituel. Malheureusement, le temple de Nanna, situé au sommet de la ziggourate, n'a pas survécu,
mais nous possédons quelques briques bleues, vernissées, qui pourraient avoir fait partie de son décor. Les parties inférieures de la ziggourate sont tout de même étonnantes. Les architectes ont même percé des trous dans l'extérieur du temple pour permettre à l'eau de s'évaporer. Maintenant que nous avons exploré quelques-unes des pyramides de notre planète, élargissons notre perspective. On en trouve dans de nombreuses régions du monde. L'Égypte compte plus de 100 pyramides. Le Soudan en a le double, et des dizaines d'autres sont disséminées au Moyen-Orient et en Chine. Mais c'est en Amérique que l'on trouve le plus grand nombre de pyramides. Il y en a plus là-bas que dans toutes les autres parties du monde réunies. Ces pyramides sont situées au Mexique, au Guatemala, au Honduras et au Salvador. Voici un aperçu de l'évolution des pyramides au cours de l'histoire. La plus ancienne se trouve en Égypte. Il s'agit d'une pyramide à degrés, constituée de couches de pierres superposées. C'est au pharaon Snéfrou que l'on attribue la création de ce type de pyramide très connu. Au cours de son règne de 45 ans, il a construit 3 pyramides. Ses 2 premières tentatives ont échoué, mais il a finalement réussi avec la pyramide rouge, qui est considérée comme la première vraie pyramide. C'est son fils, Khéops, qui construisit la grande pyramide de Gizeh, la plus haute construction humaine sur Terre pendant près de 4000 ans. Les pyramides d'Amérique latine sont semblables aux premières pyramides à degrés égyptiennes, mais elles ont été construites indépendamment les unes des autres. Les pyramides du Soudan ont été construites vers 700 avant notre ère. Elles sont hautes, mais beaucoup plus étroites que celles d'Égypte. Comment toutes ces civilisations ont-elles pu construire ces édifices sans communiquer entre elles? Après tout, les Aztèques, les Mayas et les anciens Égyptiens étaient aussi différents que possible. Mais malgré leurs différences culturelles, ils semblaient tous d'accord sur une chose. Les pyramides étaient plutôt cool. Les pyramides à degrés sont présentes dans le monde entier parce que c'était le type de structure le plus pratique et le plus stable. Elles pouvaient être construites en hauteur sans matériaux légers comme le bois ou le métal. La forme triangulaire avec une base carrée est extrêmement stable comparée à une structure cubique qui nécessiterait plus de matériaux pour une hauteur moindre. En ce qui concerne la conception des pyramides, celle d'Égypte ressemblait à des triangles géants avec une base carrée, des côtés lisses et un sommet pointu. En revanche, les Aztèques et les Mayas ont préféré l'aspect d'un gâteau à étages, avec des marches menant à une plateforme au sommet. Ainsi, bien que toutes ces pyramides aient la même base, elles ont chacune leur propre style. Chaque groupe a construit ces pyramides en utilisant des inclinaisons, des techniques et des matériaux différents. Ainsi, même s'ils se sont parfois inspirés du travail des autres, ils sont restés originaux. Les pyramides égyptiennes avaient des faces lisses et inclinées conçues pour favoriser l'ascension de l'âme du pharaon. La pyramide du soleil a été construite au-dessus de grottes qui servirent de passage aux divinités. Les Mayas ont construit le temple de Kukulkan à Chichén Itzá pour honorer cette divinité que l'on représente généralement sous la forme d'un serpent. Surnommé El Castillo, il comporte 91 marches de chaque côté ainsi qu'une plateforme, soit 365 marches, une pour chaque jour du calendrier maya. Dites-moi les amis, comment les pyramides ont-elles été conçues? Pour commencer, ce sont des humains qui les ont construites, et non des extraterrestres débarqués sur Terre en soucoupe volante. Vous voyez, une chose que toutes les pyramides ont en commun, c'est qu'elles ont été bâties sans outils avancés et parfois même sans roues. Les ouvriers, qualifiés ou non, étaient nombreux, ainsi que les architectes. Par exemple, on estime qu'il fallut 20 000 personnes pour la grande pyramide de Gizeh, et que la plupart étaient de fins artisans. La construction d'une pyramide était une entreprise de grande envergure qui nécessitait des années de planification et d'efforts. Celle de Cholula, au Mexique, a nécessité 600 ans de travail. D'intrigantes bulles de plasma semblent flotter autour des pyramides de Gizeh. Bien que cela puisse paraître étrange, clarifions immédiatement une chose. Il n'y a rien ici de surnaturel ni d'extraterrestre. Les bulles de plasma représentent des anomalies atmosphériques qui prennent naissance dans une couche spécifique de l'atmosphère terrestre appelée ionosphère.
Cette enveloppe invisible entoure notre planète et s'étend sur une altitude approximative de 80 à 650 km, frôlant la limite de l'espace. Dans cette région, le Soleil, véritable fourneau céleste, chauffe les gaz et les transforme en particules électriquement chargées que l'on nomme plasma. Voici l'aspect captivant. Pendant la nuit, notamment près de l'équateur, ces particules subissent des perturbations. Lorsque certaines d'entre elles disparaissent simultanément en grande quantité, cela donne naissance à une bulle de plasma. Imaginez une vaste poche où le plasma est absent ou fortement réduit. Cependant, pour mériter l'appellation de bulle de plasma, le phénomène doit se manifester à une échelle considérable, avoisinant généralement les 100 km de diamètre. Si vous envisagez déjà un voyage en Égypte, jumelles en main pour inspecter les sommets des pyramides, sachez que ces bulles de plasma sont invisibles à l'œil nu. Elles se forment bien au-dessus de nos têtes. Hors de portée de notre vue, les scientifiques doivent recourir à des instruments spécialisés, tels que le radar ionosphérique de haute latitude, l'ARID, pour les détecter. Cet équipement de pointe permet d'étudier en temps réel le déplacement et la formation des bulles de plasma, un processus qui peut, par ailleurs, être déclenché par des tempêtes solaires. Cela nous conduit à novembre 2023, moment où une tempête solaire remarquable s'est produite. Sur une échelle de gravité allant de 1 à 5, cet événement a été classé G3, correspondant à une intensité forte. Les tempêtes solaires résultent des taches solaires, des zones plus sombres et plus fraîches à la surface du Soleil, qui émettent d'intenses bouffées d'énergie dans l'espace. Ces éruptions ont engendré plusieurs tempêtes géomagnétiques sur Terre. Bien que cela puisse évoquer des scénarios catastrophiques, l'impact sur notre quotidien a été relativement limité. En réalité, ce fut une excellente nouvelle pour les passionnés d'astronomie, car la tempête solaire a donné naissance à des aurores spectaculaires, visibles jusqu'en Grèce et en Turquie. Cependant, cette tempête particulière de 2023 a également entraîné une autre conséquence remarquable. Elle a produit la plus grande bulle de plasma jamais enregistrée par le LARID. Ce phénomène, d'une ampleur inédite, s'étendait sur des régions aussi reculées que les pyramides d'Égypte et les îles Midway dans l'océan Pacifique. Une telle distance est impressionnante, et ce phénomène représente un enjeu crucial pour la science. Les bulles de plasma posent en effet une menace croissante pour les technologies modernes. Selon les experts, elles peuvent perturber les communications satellitaires et les systèmes de navigation GPS. Ainsi, si vous utilisez Google Maps ou Waze et qu'ils perdent soudainement votre localisation, une bulle de plasma pourrait en être la cause. Nous comprenons donc désormais ce qui se passe avec ces bulles détectées au-dessus des pyramides de Gizeh. Cependant, les mystères ne s'arrêtent pas là. L'intérieur de la pyramide de Khéops révèle des phénomènes encore plus intrigants. Il semblerait qu'elle possède la capacité de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Il y a quelques années, une équipe de chercheurs a voulu étudier ce phénomène en exposant cette architecture ancienne à des ondes radio. Ces ondes, semblables à celles utilisées par nos téléphones mais beaucoup plus longues, atteignent jusqu'à 600 mètres. Ne pouvant bombarder directement la pyramide avec ces ondes, les scientifiques ont opté pour une alternative plus pratique, la modélisation informatique. Grâce à ces simulations, les chercheurs ont mis au jour une découverte stupéfiante. La Grande Pyramide est capable de concentrer l'énergie électromagnétique non seulement dans ses chambres internes, mais aussi sous sa base, là où se situe une chambre inachevée. Par concentré, il faut comprendre quelque chose comme emprisonné. Prenons un exemple. Lorsque vous criez dans une grotte, vous entendez votre voix en écho. Les ondes sonores ne se dissipent pas immédiatement. Elles rebondissent et se focalisent. De la même manière, quand des ondes radio touchent la pyramide, elles ne se contentent pas de la traverser ou de l'éviter. Elles sont absorbées, rebondissent, puis se concentrent à l'intérieur et sous la pyramide. La liste des mystères entourant les pyramides égyptiennes ne s'arrête pas là. À l'intérieur de la Grande Pyramide, un long passage étroit conduit à ce qu'on appelle la chambre du roi. Située au cœur même de la structure, cette pièce est supposée avoir abrité la dépouille du pharaon Khéops, le souverain à l'origine de cette construction, dont le règne remonte à plus de 4000 ans. Lorsque l'on pénètre dans la chambre du roi, deux éléments frappent immédiatement. L'acoustique remarquable du lieu et sa structure massive, intégralement revêtue de granit rouge. Ces deux caractéristiques semblent désormais reliées selon les conclusions de certains scientifiques. En effet, ils suggèrent que la chambre du roi pourrait capter ou amplifier l'énergie sonore provenant des autres parties de la pyramide.
Autrement dit, cette salle aurait été spécifiquement conçue pour intensifier le son d'une manière unique à l'intérieur de l'édifice. Pour vérifier cette hypothèse, les chercheurs ont réalisé une expérience en chantant dans la chambre de la reine, située juste en dessous de la chambre du roi. Le résultat fut surprenant. La musique n'était pas perceptible dans les pièces souterraines inférieures, mais résonnait de façon claire et puissante dans la chambre du roi. Une hypothèse pour expliquer ce phénomène repose sur le type de pierre utilisé dans la chambre du roi, le granit rose. Ce matériau est reconnu pour ses propriétés piézoélectriques, ce qui signifie qu'il peut absorber l'énergie de son environnement, comme les vibrations sonores, et la transformer en énergie électrique. Cela implique que l'acoustique particulière de la chambre ne dépend pas seulement de sa forme, mais aussi du rôle actif joué par le granit dans l'amplification et la concentration des ondes sonores. Ces découvertes, selon les scientifiques, ouvrent de nouvelles perspectives de recherche sur les potentialités de la pyramide. Les anciens Égyptiens auraient-ils été capables d'exploiter l'énergie produite par les ondes sonores ou les vibrations naturelles de la Terre? Bien que cela puisse sembler improbable, les propriétés piézoélectriques du granit, bien documentées par la science moderne, rendent cette hypothèse plausible. Peut-être n'avons-nous fait qu'effleurer les véritables capacités des pyramides. Et si cela ne suffisait pas, d'autres éléments intrigants méritent notre attention, notamment l'emplacement parfait des pyramides. Il semble que leur constructeur ait aligné la pyramide de Khéops sur les points cardinaux, avec une précision quasi parfaite par rapport aux directions nord, sud, est et ouest. De nombreuses théories existent sur la manière dont ils ont accompli cet exploit. Mais une étude suggère qu'ils auraient utilisé l'équinoxe d'automne pour s'assurer de cet alignement. Lors de l'équinoxe, le soleil se lève et se couche précisément à l'est et à l'ouest, ce qui aurait grandement simplifié la tâche des bâtisseurs. En observant le soleil à cette période, ils auraient pu positionner les pyramides avec une précision remarquable. En prenant en compte ces faits étranges, l'alignement parfait, la capacité à concentrer les ondes radio et l'utilisation de matériaux susceptibles de générer de l'énergie électrique, il est légitime de se demander si les pyramides n'étaient pas destinées à remplir des fonctions bien plus complexes que de simples tombeaux. Nikola Tesla partageait cette idée. On raconte que l'inventeur et ingénieur célèbre nourrissait une fascination pour les pyramides égyptiennes et se demandait si elles pouvaient être des transmetteurs d'énergie géants. Selon lui, leur forme et leur position auraient pu les transformer en générateurs colossaux, capables de produire une énergie gratuite et illimitée. Certains chercheurs modernes soutiennent cette théorie, affirmant que ces monuments pourraient avoir été conçus comme d'immenses centrales électriques. Ils suggèrent que les constructeurs auraient peut-être découvert comment manipuler les ions, ces particules électriquement chargées présentes dans l'atmosphère, grâce à des matériaux comme le cuivre, l'or et l'argent disposés autour des pyramides. Ainsi, il est tout à fait envisageable que les anciens Égyptiens aient mis au point une source d'énergie durable et renouvelable. Toutefois, malgré l'attrait de cette idée, nous ne sommes pas encore parvenus à la vérifier, laissant la véritable fonction des pyramides parmi les plus grands mystères de l'humanité. Il y a 1000 ans, près de l'actuel St. Louis, dans le Missouri, se trouvait une ville animée et dynamique appelée Cahokia. C'était une ville amérindienne, la plus grande et la plus influente de la culture mississippienne. À son apogée vers 1050 avant notre ère, Cahokia abritait jusqu'à 30 000 personnes, ce qui en faisait une ville plus grande que Paris à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cahokia n'avait pas de grand marché. Habituellement, le commerce était le pilier de toute grande ville, et pourtant celle-ci suscite l'intérêt des archéologues. C'est parce que Cahokia ne se consacrait pas au commerce. C'était une question de culture, de communauté et de fêtes. Les habitants y organisaient d'immenses fêtes qui duraient plusieurs jours. La caractéristique la plus grandiose de la ville était sa place de 50 acres, entourée de pyramides de terre impressionnantes. Cet espace immense pouvait accueillir plus de 10 000 personnes. Imaginez-les toutes réunies là-bas pour des festivités, dansant, buvant des cafés et des thés, festoyant de viande de cerf et pariant sur des sports. Les événements étaient extrêmement animés. Les Cahokiens portaient des costumes impressionnants, coiffaient leurs cheveux de manière intéressante et décoraient leur corps de tatouages. Les athlètes jouaient à un jeu appelé Chunky,
où ils lançaient des lances sur un disque de pierre roulant, en compétition pour s'en approcher le plus possible. Le rugissement de la foule emplissait l'air, et les artistes démontraient leur talent. Ces célébrations étaient si sauvages qu'elles ont laissé des traces dans l'histoire. Après la fin des fêtes, les Cahokiens nettoyaient en jetant les restes dans des fosses. Les archéologues ont découvert ces fosses à déchets et elles étaient remplies de restes alimentaires et de poteries. Une seule fosse contenait les restes de 2000 cerfs, et cela provenant d'un seul événement. Ils ont également trouvé des traces de hou diopon, une plante caféinée qui était échangée depuis des centaines de kilomètres. Cela montre à quel point les Cahokiens mettaient du soin et de la réflexion dans leurs célébrations. Aimeriez-vous vivre dans une ville comme celle-ci? Mais outre les plaisirs et les jeux, Cahokia était aussi profondément complexe et spirituel. La ville était construite sur un paysage qui mêlait terres sèches et zones marécageuses. Beaucoup de gens croyaient que cela symbolisait la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants de Cahokia voyaient leur ville comme un pont entre ces deux royaumes. Ils ont construit des monticules de terre, à la fois pour des cérémonies et des rituels, et comme support de construction. Ces monticules s'élevaient des zones marécageuses. Pendant ce temps, les gens s'installaient dans les endroits plus secs. Des chemins surélevés reliaient ces quartiers, créant un lien physique entre la vie et la mort. N'est-ce pas triste que certaines métropoles anciennes, qui rivalisaient en taille avec les villes modernes, aient simplement disparu? L'histoire de Cahokia s'est terminée en silence vers 1350 de notre ère, lorsque la ville a été abandonnée. Tout cela à cause de changements environnementaux et climatiques, d'inondations et d'autres problèmes. Mais l'influence de Cahokia était si grande qu'elle s'est étendue à des endroits éloignés. Certaines de leurs traditions, comme le Chunke et le Teyaupom, ont survécu dans les communautés autochtones jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cahokia est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas la seule mégalopole que nous avons perdue. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la vallée de l'Indus ont construit certaines des premières villes du monde. Mohenjo-Daro était une ancienne ville située dans l'actuel Pakistan. La ville a été construite vers 2500 avant notre ère, et à cette époque, elle était un centre florissant de la civilisation de l'Indus. Bien sûr, elle était bien plus petite que les villes modernes, mais elle était assez grande pour l'époque, environ 40 000 habitants. Il semble que les habitants étaient des gens extrêmement stricts et disciplinés. La planification et l'organisation de la ville étaient incroyables. Elle était aménagée selon un schéma en grille. Les rues et les bâtiments importants étaient alignés selon l'axe nord-sud, probablement pour correspondre au mouvement du soleil et de la lune. Ils ont également construit l'un des systèmes les plus avancés de gestion de l'eau et des déchets de leur époque. La ville comptait environ 700 puits. Presque chaque maison avait son propre puits. La plupart des habitations avaient également des salles de bain privées, avec des systèmes de drainage et même des égouts souterrains. Cela montre à quel point ces personnes étaient compétentes pour rester propres. Et avec toute cette discipline, il semble qu'il n'y ait pas eu de roi, reine ou même de gouvernement central. Ils pouvaient encore avoir une certaine autorité, comme des élites locales ou des responsables élus, mais pas une monarchie stricte classique ni une religion. Au lieu de cela, les gens là-bas se soucièrent de la simplicité et de l'ordre. Ils se géraient eux-mêmes en ayant des méthodes standardisées pour faire les choses, depuis la fabrication des outils et de la poterie jusqu'à la façon dont ils commerçaient. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres villes, Mohenjo-Daro n'avait pas de grands palais, temples ou monuments. À la place, ils avaient des zones publiques appelées citadelles. Les gens se réunissaient dans les citadelles pour des rituels, des réunions et le stockage de céréales. Et il semble que ce mode de vie ait parfaitement fonctionné. Les scientifiques ont trouvé des seaux et des poids, ce qui signifie que l'économie était bien régulée. Les archéologues ont découvert des artefacts complexes tels que l'ivoire, le lapis-lazuli, les perles de cornaline et les bijoux en or. Une autre découverte célèbre est la petite statue en bronze, connue sous le nom de danseuse, qui a été découverte en 1926. Mohenjo-Daro n'était pas du tout pauvre. Et ils ont également réalisé des bâtiments impressionnants.
rester propre était manifestement bien plus important pour eux que des démonstrations de richesse ou de pouvoir. Ainsi, ils ont créé le Grand Bain, l'une des structures les plus célèbres de la ville. C'est une grande piscine étanche, construite avec des briques cuites, perchée sur un monticule de terre, ressemblant presque à un lieu religieux, le plus proche qu'ils avaient d'un temple. Pendant ce temps, la ville elle-même a été construite sur une série de monticules. Ils ont grandi au fil des siècles, à mesure que les gens ajoutèrent de nouvelles maisons et structures. Pourquoi la ville est-elle tombée? Personne ne le sait vraiment. Il y a quelque chose de mystérieux à propos des sculptures que les archéologues ont découvertes. Beaucoup d'entre elles semblent avoir été intentionnellement brisées. Cela signifie que les habitants ultérieurs de la ville, peut-être des envahisseurs ou autres, les ont détruites pour une raison quelconque. Certains scientifiques pensent pas que le fleuve Indus a peut-être changé de cours, perturbant ainsi l'agriculture et le commerce. Mais il n'y a aucune preuve d'une inondation ou d'un quelconque grand événement de ce genre. Il semble simplement qu'avec le temps, l'ensemble de la civilisation de l'Indus s'est peu à peu estompé. Vers 1900 avant notre ère, la culture avait évolué et n'avait pas laissé grand-chose derrière elle. Laissez-moi vous parler de l'ancienne ville de Kos, qui rime avec Clos, située là où se trouve aujourd'hui la ville moderne de Kos en Grèce. Imaginez arriver par la mer, et la première chose qui vous frappe est la grandeur immense de son agora, cette vaste place publique construite avec des pierres de différentes couleurs, agencée sur des terrasses qui s'élèvent au-dessus de vous. C'était l'une des plus grandes du monde antique, et elle faisait forte impression sur quiconque approchait de la ville. Cet endroit a une riche histoire remontant à environ 223 avant notre ère. Il y a longtemps, les habitants locaux se sont rassemblés de différentes parties de l'île pour former une nouvelle ville dans le nord-est. Des gens y ont vécu depuis l'âge du bronze, et avec le temps, elle est devenue un centre d'une importance capitale pour la culture et le commerce. Et pas étonnant, puisqu'il se trouve juste à côté d'un port naturel. Le port était abrité par 2 brise-lames, et les gens y ont construit certains des sites religieux les plus importants, y compris les sanctuaires d'Aphrodite et d'Héraclès. Kos n'était pas seulement belle, cependant, elle avait un design brillant. Toute la ville était disposée en une grille ordonnée, avec des rues se croisant à des angles droits parfaits, ressemblant littéralement presque à une ville moderne. Grâce à cela, se déplacer était super facile, et les blocs, ou insulae, étaient assez grands pour contenir plusieurs grandes maisons. Kos est restée largement inchangée jusqu'au 6e siècle de notre ère. Au fil du temps, elle a commencé à rétrécir progressivement, confinée à l'intérieur des murs de ce qui est maintenant le quartier de Kora. Palmyre était une ancienne ville construite autour d'une belle oasis à un moment donné au cours du 3e millénaire avant notre ère. Initialement connue sous le nom de Tadmor, cette ville a prospéré en tant qu'étape majeure sur la route de la soie, reliant le Proche-Orient à l'Asie. C'était un centre florissant de commerce et de culture. Ils avaient un marché, des bâtiments d'assemblée, des portes grandioses. En d'autres termes, cet endroit foisonnait de vie. La ville est passée entre de nombreuses mains au cours de son histoire. Des Byzantins aux califats arabes. C'est probablement pour cela qu'elle possédait une architecture impressionnante. Un mélange intéressant d'influences gréco-romaines, perses et arabes. Le temple de Bel, la grande colonnade et un théâtre de style romain. Mais comme tous les autres, il s'est détérioré avec le temps. L'importance de Palmyre a diminué, et au début des années 1400, elle avait été largement détruite. Mais au moins, ses ruines sont restées. À présent, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Au Royaume-Uni, il y a environ 115 000 boîtes aux lettres, dont certaines se trouvent dans des endroits plutôt étranges. Regardez ici, nous sommes sur un tronçon désert de la lande de Caithness. Et là, en plein milieu de nulle part, entre cette carrière et la lande, nous trouvons encore une boîte aux lettres solitaire. C'est Chris Aitken, un enseignant de la région, qui est tombé sur cette bizarrerie près de Worth Hill, à proximité de John O'Groats. John O'Groats est un petit village à 4 km au nord-est de Canis Bay, dans le comté historique de Caithness, en Écosse. Le village lui-même est populaire auprès des touristes, mais seulement environ 300 personnes y habitent de manière permanente. Cependant, on y trouve quand même une jolie boîte aux lettres. Mais qui donc a tant besoin d'un tel service sur une colline perdue?
Quand Chris a partagé sa photo sur Internet, quelqu'un a lancé une théorie. Il y a quelque temps, un entrepreneur vendait de minuscules parcelles de terrain autour de Camster. Il prétendait que les acheteurs deviendraient les seigneurs de leur petit bout de terre. Cela explique-t-il la présence de cette boîte aux lettres? La boîte, fièrement estampillée « Propriété de John O'Groats », porte également le nom de Thorsten Sommer ainsi qu'une adresse en Allemagne. Il y a un code PIN sur le devant, mais lorsque Chris l'a ouverte, tout ce qu'il a trouvé était un lien vers un site web. Le site présente des photos de Sommer agitant un drapeau écossais et parlant de son amour pour l'Écosse, se qualifiant lui-même de vieil écossais. Chris a essayé de se renseigner via le site web, mais il n'a jamais reçu de réponse. Cela pourrait être lié à l'achat rapporté par Sommer d'une petite parcelle de terrain, mais la vente de titres de propriété écossais est souvent perçue comme de l'escroquerie, car l'acheteur ne reçoit en vérité aucun titre légal. La zone autour de Worth Hill a également connu récemment une intervention policière, après la découverte d'un corps dans les environs. Doit-on faire un lien avec cette mystérieuse boîte aux lettres? Mais laissons ces histoires aux vrais inspecteurs et détectives. Et plongeons à présent dans la haute couture, d'accord? Vous êtes peut-être tombé sur cette image loufoque qui fait le tour d'Internet, et selon laquelle il y aurait une boutique éphémère Prada dans le désert du Texas. Eh bien, c'est en quelque sorte vrai et faux tout à la fois. Oui, il y a bien une boutique, en quelque sorte. Elle présentait toute une gamme de produits Prada pour une valeur approchant les 80 000 $. Et devinez quoi? C'est Miuccia Prada elle-même qui avait choisi les articles. Mais il n'était pas possible d'y acheter quoi que ce soit. Pas de caissier, pas de vendeur. C'était comme si l'endroit était fermé de manière permanente. La surprise? Il s'agissait en réalité d'une installation artistique, fabriquée entièrement à partir de matériaux biodégradables. Elle a été conçue pour se fondre progressivement dans la nature, une métaphore amusante de notre culture consumériste moderne. Mais pourquoi exposer des biens que personne ne peut acheter? Une métaphore pour le charme insaisissable du luxe. Elle était destinée à se détériorer tranquillement. Mais l'engouement créé a suscité un flux si inattendu de visiteurs que les choses ont vite dégénéré. Après avoir tenté de repousser plusieurs voleurs potentiels, les artistes ont dû admettre leur défaite. Désormais, le lieu se laisse docilement photographier et attire toutes sortes de personnes, des touristes comme des célébrités. Bien, vous pouvez trouver un sac de marque dans le désert, mais pouvez-vous, disons, trouver une voiture dans les grottes galloises? La réponse est oui, mais vous devez savoir qu'il ne s'agit pas d'une seule voiture, mais d'un grand nombre de véhicules. La caverne des âmes perdues est une grotte abandonnée nichée dans le joli pays de Galles. Autrefois, c'était une mine ardoisière. Les ouvriers y extrayaient des tonnes d'ardoise, qui partaient ensuite aux quatre coins du pays sur les voies étroites de la région. Mais lorsque cette industrie a disparu il y a de cela plusieurs décennies, la mine a été fermée. Si vous osez y entrer, ce que je ne recommande franchement pas, vous découvrirez deux grandes salles, et l'une d'entre elles est particulièrement remarquable. La salle principale s'enfonce à environ 20 mètres de profondeur, et est en partie submergée, avec juste une petite ouverture au-dessus. Depuis la fermeture de la mine, les habitants et le conseil municipal ont profité de cette ouverture pour jeter toutes sortes de choses indésirables dans la mine. Vous trouverez de tout, des réfrigérateurs, des télévisions, et même des voitures entassées dans un coin. Ce qui rend la caverne des âmes perdues si spéciale, c'est le faisceau de lumière qui plonge en son cœur, éclairant l'énorme tas de voitures et de métal saccagé. L'eau, lorsque cette lumière vient la toucher, brille d'un vert turquoise éblouissant, et on peut voir de magnifiques reflets sur sa surface immobile. De temps en temps, un fragment d'ardoise tombe dans l'eau, brisant le silence et envoyant des ondes dans toute la caverne. Voici une autre découverte étrange faite au pays de Galles. Un monolithe argenté et brillant de 3 mètres est récemment apparu sur Hay Bluff à Powys, et il a vraiment piqué la curiosité des internautes. C'est au cours d'une randonnée qu'un certain Craig Muir est tombé dessus par hasard, et il a affirmé qu'il semblait tout droit tomber de l'espace. Il est fait d'acier chirurgical, ne porte aucune marque et est extrêmement bien fabriqué, sans soudure visible. La découverte de ce randonneur rappelle ces mystérieux monolithes qui ont surgi un peu partout dans le monde en 2020, créant un certain émoi sur Internet. Richard Haynes, un habitant de la région, a suggéré qu'il pouvait s'agir d'une installation scientifique, mais le règlement du parc national interdisant les structures non autorisées, il se peut bien qu'il ne reste pas là très longtemps. Comme il n'y a aucun sentier dans les environs immédiats, Muir suppose qu'il a pu être amené ici par un groupe de personnes ou même déposé par un hélicoptère. Ce n'est pas la première fois qu'un tel monolithe est apparu de manière si étrange.
On en a aperçu de semblables dans l'Utah, sur l'île de White, et même à Glastonbury Tor. L'un d'eux portait une marque humoristique, pas Banksy. Il est toutefois possible que cet artiste célèbre en soit l'auteur. Le Royaume-Uni est le pays où l'on trouve le plus grand nombre d'œuvres de Banksy. En 2023, il y en avait 70. Rien d'étonnant, puisqu'il serait apparemment britannique et est né à Bristol. Le désert d'Atacama, dans le nord du Chili, qui est le désert non polaire le plus sec de la Terre, présente une vue étrange au kilomètre 1309 de la route panaméricaine. Une main géante en ciment qui s'élève à 11 mètres au-dessus du sable. Plutôt effrayant, vous ne trouvez pas? Mais rassurez-vous, il ne s'agit pas d'un monstre sorti de terre pour vous attirer par les chevilles dans un monde souterrain. Ce n'est pas non plus la relique ancienne d'une civilisation perdue. Un sculpteur professionnel a créé ce petit monument original en 1992. Malgré son emplacement isolé, la main est souvent la victime de graffitis, de sorte que des bénévoles doivent la nettoyer 2 fois par an. Au fait, ce n'est pas le seul monument de ce genre. Le même sculpteur a créé une main similaire à Punta del Este, en Uruguay. On l'appelle « l'homme émergent à la vie », et elle représente l'idée selon laquelle un géant tiendrait toute l'Amérique du Sud d'une main ferme. Pourquoi pas? Voici à présent une gigantesque sphère de pierre cachée dans la forêt de la vallée de Visoko, en Bosnie. Qu'en pensez-vous? Est-ce une relique ancienne ou une installation d'art moderne? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Mais pour être entièrement honnête avec vous, comme je le suis toujours, personne ne connaît la vérité à son sujet. Les experts pensent pour que cette sphère, qui mesure environ 3 mètres de diamètre, est simplement une formation rocheuse naturelle, une concrétion. Ces boules possèdent cette couleur rougeâtre en raison d'une forte teneur en fer, et c'est une lente agglutination de particules minérales qui leur donne cette forme si particulière. Bien que les concrétions puissent prendre des formes plutôt surprenantes, le processus exact de leur formation reste quelque peu mystérieux. Ensuite, nous avons cet archéologue, souvent surnommé l'Indiana Jones bosnien, qui affirme qu'il s'agit en réalité d'un artefact créé par l'homme il y a plus de 1000 ans. On trouve toutefois ce genre de concrétion sphérique dans d'autres endroits que la Bosnie. Vous pouvez en trouver partout dans le monde. Prenez, par exemple, les célèbres boulders de Moeraki en Nouvelle-Zélande. Des pierres massives et rondes ayant plus de 60 millions d'années. Il y a aussi des concrétions en forme de boulets de canon dans le Dakota du Nord. Et n'oublions pas les sphères de pierre façonnées par les Dikis au Costa Rica, fruit d'un travail virtuose, un magnifique témoignage de la créativité humaine. Donc, bien que la sphère bosniaque soit très intrigante, c'est probablement juste une concrétion ancienne et non le vestige d'une civilisation perdue. Dommage. Certaines choses sont si bien cachées qu'il faut descendre au fond de la mer pour les apercevoir. Autrefois un lieu de plaisir hédoniste pour l'élite romaine, Baïse était un peu le Las Vegas de son époque. Mais aujourd'hui, ses ruines se trouvent sous l'eau. Cette station thermale prospérait grâce à ses sources chaudes volcaniques et attirait des personnalités telles que Néron et César, qui y construisirent même des villas de vacances. Cependant, au 8e siècle, Baïse a perdu une bataille et elle fut ensuite abandonnée. Alors que le niveau de l'eau montait, une grande partie de la ville a été engloutie sous la baie. Vous pouvez désormais explorer les ruines antiques de Baïse dans l'un des rares parcs archéologiques sous-marins de la planète. Retenez votre souffle. Un Boeing 767 chargé à destination de la Chine disparaît soudainement dans les airs. Un monolithe étrange surgit au milieu du désert de l'Utah pour se volatiliser tout aussi mystérieusement. Et l'une des voitures les plus emblématiques d'Hollywood. L'Aston Martin DB5 de James Bond a disparu depuis 1997. Cependant, une question brûlante demeure. Comment des objets d'une telle envergure peuvent-ils s'évaporer sans laisser de traces? Attachez vos ceintures. Car nous allons plonger au cœur de ces mystères fascinants et découvrir ce qui pourrait bien se cacher sous nos yeux. Le buste de la reine Néfertiti, mesurant près de 50 cm de haut, est conservé au Neue Museum de Berlin. On la compare parfois à une Beyoncé de l'Égypte ancienne. D'une beauté inégalée avec des pommettes hautes. Un nez fin et ce sourire énigmatique, le tout sculpté dans le calcaire. Mais où est passé son œil? Ou plutôt, son iris? En effet,
son œil gauche n'est qu'une orbite vide fixant l'éternité. En revanche, l'iris de l'œil droit est fait de quartz. Les archéologues qui ont découvert le buste ont d'abord supposé que le cristal s'était détaché. Malgré leurs efforts pour le retrouver, ils ne sont pas parvenus à le localiser, ce qui a alimenté diverses théories sur sa disparition. Les spécialistes ont envisagé que Néfertiti souffrait peut-être d'une infection oculaire ancienne ou d'une maladie rare. Cependant, cette hypothèse semble peu probable, car d'autres statues de la reine montrent l'œil gauche intact. Peut-être l'artiste a-t-il simplement négligé de terminer les deux yeux? Ou a-t-il abandonné son travail en cours de route? Après tout, qui n'a jamais eu envie de laisser tomber un projet en s'exclamant « j'en ai plein le dos » ? Une autre théorie suggère que ce buste pourrait avoir servi de modèle de démonstration pour des portraits officiels, destinés à montrer aux futurs sculpteurs comment façonner la structure interne de l'œil. Certes, il peut être difficile de croire que ce buste majestueux n'était qu'un modèle pour un cours d'art plastique. Après tout, il est unanimement reconnu comme un chef-d'œuvre de sculpture. Pourtant, cette théorie n'est pas sans fondement. Les côtés non peints des épaules pourraient être un indice supplémentaire indiquant que ce buste était destiné à servir de modèle. Mais était-ce vraiment le cas? Nul ne peut le prouver. Tout ce que nous savons, c'est que lorsque le buste a été découvert, l'œil manquait déjà, en admettant qu'il ait été présent à la base. Ainsi, le mystère reste entier. Passons d'une reine antique à une autre, plus moderne, pour ainsi dire. Nous faisons référence à la reine Victoria, et plus précisément à sa masse cérémonielle disparue, un symbole d'autorité égaré depuis 1891. Voici les faits. Le bâton, long d'1,50 m, en argent et plaqué d'une fine couche d'or, avait été soigneusement rangé après une assemblée tardive. Pourtant, dès le lendemain après-midi, il s'était volatilisé sans laisser de traces. Le principal suspect, un certain Thomas Jeffery, ingénieur, a été aperçu quittant le Parlement avec un paquet bruyant et volumineux. Jeffery a affirmé qu'il ne s'agissait que de ferraille pour son atelier. Une autre théorie évoque un ouvrier qui aurait utilisé une fenêtre ouverte pour s'introduire et dérober l'objet, bien que les empreintes découvertes sur la margelle n'aient rien révélé. Il y a aussi la rumeur d'une farce. Quelqu'un aurait emprunté la masse pour une plaisanterie avant de l'égarer. Enfin, une histoire extravagante raconte qu'un groupe de femmes de Melbourne l'aurait jeté dans la Maribyrnong River. Malgré toutes ces hypothèses, la masse demeure introuvable. Nous ignorons toujours qui l'a dérobée, ou si l'un de ces suspects était réellement impliqué. Celui qui l'a prise pensait sans doute avoir mis la main sur un trésor. En réalité, elle valait fort peu, ayant coûté au Parlement un peu moins de 300 livres. Bien sûr, cela représenterait aujourd'hui environ 50 000 $, ce qui n'est pas négligeable. Toutefois, si le voleur avait voulu s'enrichir, il aurait été plus simple et plus rentable de chipper quelques couverts ou assiettes dans la chambre du président. En 2020, un monolithe métallique brillant est apparu soudainement dans le désert de l'Utah, tel un accessoire de science-fiction égaré. D'une hauteur d'environ 3 mètres, il semblait attendre l'arrivée d'entités cosmiques ou d'une équipe de tournage. Au lieu de cela, ce monolithe est rapidement devenu le centre d'un véritable mystère. Il a été découvert par un pilote d'hélicoptère qui effectuait un recensement annuel des mouflons dans une zone escarpée du désert. Peu après, son étrange apparition a attiré l'attention des médias, donnant naissance à toutes sortes de théories farfelues. La plupart d'entre elles impliquaient des extraterrestres, bien entendu. Toutefois, notre préféré est que cette œuvre ait été créée par un artiste d'avant-garde passionné par 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors que tout le monde s'interrogeait, un photographe a rapporté avoir vu 4 individus démanteler le monolithe et repartir avec les morceaux dans une brouette. Oui, ils l'auraient littéralement emporté en roulant. L'un d'eux aurait même déclaré « Ne laissez aucune trace », comme s'il se prenait pour un agent secret en mission. Cela signifie que, tandis que certains rêvaient de visiteurs interstellaires, la réalité était probablement beaucoup plus terre-à-terre. Toutefois,
le mystère du monolithe de l'Utah demeure irrésolu. Personne ne sait exactement qui l'a pris, et personne ne l'a revu depuis. Bien que certains prétendent l'avoir vu être détruit, une autre théorie suggère que cet étrange objet pourrait encore se trouver intact dans le jardin de l'un des suspects. Le diamant florentin, quant à lui, est une gemme jaune pâle de 137 carats, soit environ la taille d'une petite noix, ce qui le rend gigantesque comparé aux diamants typiques que l'on trouve en bijouterie. Malheureusement, cette gemme historique a disparu, et son histoire semble tout droit sortie d'un roman d'aventure. Tout a commencé au XVe siècle avec Charles le Téméraire, duc de Bourgogne. Du moins, c'est ce que l'on suppose, car l'origine de ce diamant reste encore disputée. Selon la première théorie, Charles portait ce diamant lorsqu'il trouva une fin tragique. Ensuite, un soldat ou un pillard aurait aperçu cette pierre jaune, la prenant pour une simple article de verroterie, et l'aurait vendue à un prix dérisoire. Ce n'était pas une bonne affaire, surtout si l'on considère que ce diamant pourrait valoir plus de 20 millions de dollars aujourd'hui s'il était mis aux enchères. Toutefois, certains pensent que cette histoire n'est qu'une légende, car la première référence historique au diamant n'apparaît qu'en 1657, lorsque le voyageur Jean-Baptiste Tavernier décrivit une grande gemme appartenant à Ferdinand II de Médicis, le grand-duc de Toscane. Ce qui nous amène à la seconde théorie. Lorsque le dernier des Médicis mourut, les Habsbourg s'emparèrent de la gemme, qui devint alors l'un des joyaux de la couronne autrichienne. Lors de l'effondrement de l'Empire, l'empereur Charles Ier d'Autriche aurait emporté le diamant avec lui lors de son exil. En 1918, une personne proche de la famille impériale aurait emprunté le diamant, si vous voyez ce que je veux dire, et l'aurait emmené en Amérique latine avec d'autres joyaux de la couronne. Ainsi, le diamant florentin aurait pu être la victime d'un crime de lèse-majesté. La rumeur avance que, dans les années 20, le florentin aurait fini par arriver aux États-Unis, où il aurait été retaillé puis vendu. Mais est-ce vraiment le cas ? Nul ne le sait vraiment. Passons de diamants inestimables à un Coca-Cola bien froid. Honnêtement, par une torride journée d'été, une boisson rafraîchissante semble tout aussi précieuse. Sur notre liste vient donc ensuite une mystérieuse machine à soda. Cette perle vintage est apparue à Capitol Hill, à Seattle, à la fin des années 90. Et laissez-moi vous dire qu'elle n'était pas comme les autres. Les gens disaient qu'elle avait une série de boutons mystères qui, au lieu de servir votre cola ou votre soda habituel, vous offrirent des saveurs étranges et insaisissables. Imaginez le plaisir d'appuyer sur un bouton en vous demandant si vous obtiendrez une ginger ale, du soda au raisin ou quelque chose de totalement nouveau. Personne ne savait exactement qui approvisionnait la machine. Au fil du temps, les habitants ont inventé des légendes disant qu'elle était hantée ou qu'elle avait une volonté propre. Cette mystérieuse machine à cola est devenue si célèbre à Seattle qu'elle avait sa propre page Facebook avec plus de 24 000 abonnés. Puis, en juin 2018, elle a disparu avec une note qui disait « Partie en promenade ». Les théories ont fusé sur l'endroit où la machine à soda s'en était allée, de la Space Needle à une vie secrète à l'autre bout du monde. Hélas, malgré quelques faux signalements, la machine demeure introuvable. Si ce n'est pas le distributeur automatique le plus cool et le plus énigmatique de tous les temps, je ne sais pas ce que c'est. Supposons que vous vous promeniez le long de la plage de Hamamatsu, au Japon, en profitant du soleil et en écoutant le bruit des vagues, lorsque, sorti de nulle part, vous apercevez une sphère métallique d'1,50 m de diamètre. La plupart des gens paniqueraient, probablement, pensant qu'il s'agit d'un ballon espion, d'un aéronef mystérieux ou, je ne sais pas, moi, d'une Dragon Ball. C'est précisément ce scénario qui s'est produit pour un homme au cours de l'an dernier. Il a probablement pensé que c'était juste un étrange ballon de plage, alors il a essayé de le pousser. Naturellement, la sphère n'a pas bougé d'un pouce. Un mois plus tard, cette gigantesque boule de métal faisait la une des journaux du monde entier, car personne ne savait d'où elle venait. La police locale, soupçonnant qu'elle pourrait être dangereuse, a fermé la plage et l'a passée au rayon X. Finalement, une fois qu'elles ont réalisé qu'elle n'était pas dangereuse,
les autorités ont simplement décidé de déplacer la mystérieuse boule ailleurs. Elles ont déclaré qu'elle serait stockée pendant un certain temps, puis éliminée. Mais les gens se demandent encore où elle a fini. Ces mots étaient assez vagues. C'est le moins qu'on puisse dire, et les autorités n'ont jamais vraiment révélé ce qu'il en était advenu. Je sais que jusqu'ici nous avons parlé d'objets individuels, mais les choses vont maintenant prendre une autre dimension. Plus d'une douzaine de sculptures, fresques et installations ont mystérieusement disparu à Baltimore, et personne ne semble avoir la moindre idée de pourquoi. Prenons par exemple The Guide, une sculpture de 4,50 m de haut qui a trôné fièrement devant le Baltimore City College pendant plus de 3 décennies. Puis, en 2014, le conservateur de la ville est arrivé sur les lieux et, surprise, la sculpture s'est volatilisée. Mais comment diable une œuvre d'art en acier de cette taille avait-elle pu disparaître sans que personne ne le remarque? Et pourtant, c'est bien ce qui semble s'être produit. Et ce n'était pas un cas isolé. Depuis 1992, 14 œuvres d'art ont mystérieusement disparu ou ont été retrouvées dans un état déplorable. Malgré les efforts de quelques enquêteurs, à ce jour, personne ne semble savoir ce qui s'est réellement passé, ni où ces œuvres ont bien pu atterrir. Ont-elles été subtilisées par des collectionneurs sans scrupules, ou bien quelqu'un a-t-il imaginé pouvoir les convertir en décoration de jardin? Il est difficile d'imaginer quelque chose de plus mystérieux qu'un avion qui disparaît sans laisser de traces. Vous avez peut-être déjà entendu parler d'Amelia Earhart, cette pionnière de l'aviation américaine qui est devenue une véritable légende. En 1932, elle est entrée dans l'histoire en devenant la première femme à traverser l'Atlantique en solitaire et sans escale, effectuant un vol éprouvant du Canada jusqu'à l'Irlande du Nord. Puis, en 1935, elle a de nouveau marqué les esprits en étant la première personne à voler seule d'Hawaï au continent américain. Un vol périlleux de 3575 km. Cet exploit avait déjà coûté la vie à d'autres pilotes. Elle est également devenue la première femme à occuper le poste de vice-présidente de la National Aeronautic Association. Sa liste de records est longue, alors disons simplement qu'elle avait une véritable passion pour repousser les limites. Mais son objectif ultime était de devenir la première femme à effectuer le tour du monde en avion. Ainsi, en 1937, elle entreprit ce voyage à bord d'un Lockheed Electra 10E. Cependant, les choses prirent une tournure tragique. Lors d'un vol entre Lae et Honolulu, des problèmes de communication et des erreurs de navigation provoquèrent à sa disparition au-dessus de l'océan Pacifique. Malgré d'intenses recherches aériennes et maritimes, ni elle ni son avion ne furent jamais retrouvés, faisant de cette disparition l'un des plus grands mystères de l'aviation. Le vol 370 de Malaysia Airlines est parfois comparé à la disparition d'Amelia Earhart. En mars 2014, un Boeing 767 a décollé de Kuala Lumpur à destination de Pékin, mais n'a jamais atteint sa destination. L'avion a disparu des radars de contrôle aérien, mais a été brièvement repéré par un radar militaire alors qu'il déviait de sa trajectoire, avant de disparaître complètement. Imaginez cette opération de recherche d'envergure, mobilisant des technologies de pointe, s'étendant de la mer de Chine méridionale jusqu'à l'océan Indien. Ce qui est vraiment troublant dans toute cette affaire, c'est qu'en dépit de l'ampleur des recherches, tant dans les airs que sur mer, nous ne savons toujours pas ce qui s'est réellement passé. Les hypothèses vont du crash volontaire par le pilote à une panne mécanique, en passant par un détournement complexe, mais rien de concret n'a jamais été découvert. La seule certitude est que les derniers signaux confirmés de l'avion pointaient vers une région reculée de l'océan Indien. Et c'est à peu près tout ce que nous savons. Le prochain moyen de transport de notre liste est devenu légendaire grâce au cinéma. Vous l'avez deviné. C'est la célèbre Aston Martin DB5 de James Bond dans Goldfinger. Ce n'était pas une voiture ordinaire, mais une véritable icône, équipée de gadgets impressionnants comme un téléphone dissimulé, un siège éjectable et des déchiqueteuses de pneus. Elle avait plus d'astuces sous le capot que 007 en personne. Cependant, le 18 juin 1997, cette fameuse DB5 s'est volatilisée d'un hangar en Floride.
Oui, vous avez bien entendu, elle a disparu comme par enchantement, ou plutôt comme un tour de magie qui aurait mal tourné. À l'époque, la voiture appartenait à l'homme d'affaires et collectionneur de voitures, Anthony Pugliese, troisième du nom. Et sa valeur oscillait entre 7 et 10 millions de dollars. Toutefois, cet exercice de disparition n'était pas tout à fait parfait. Des marques de pneus sur le sol, s'étirant jusqu'à l'extérieur du hangar, ont conduit les enquêteurs à penser que la voiture avait été traînée par ses essieux avant d'être chargée sur un camion. Si tel est le cas, les voleurs ont probablement attendu la nuit tombée pour passer à l'action. Passons maintenant aux différentes théories. Certains croient que la voiture aurait été expédiée vers une cachette secrète, peut-être un somptueux palais au Moyen-Orient. D'autres imaginent qu'elle aurait été engloutie par l'océan, dans un scénario digne de Ian Fleming. Il existe même une rumeur selon laquelle Pugliese lui-même aurait caché la DB5 dans un entrepôt au New Jersey. Malgré une récompense à 6 chiffres et un détective sur l'affaire, le sort de cette voiture de légende demeure un mystère. La liste des accessoires hollywoodiens disparus ne s'arrête pas là, et Tony Stark pourrait bien avoir besoin de faire appel aux autorités pour une fois. En 2018, le costume original d'Iron Man porté par Robert Downey Jr. a tout simplement disparu d'un entrepôt de Los Angeles. Ce costume emblématique rouge et or, évalué à 325 000 $, a disparu comme par enchantement. On pourrait s'attendre à ce que, si quelqu'un avait dérobé ce précieux article pour en tirer quelque argent, il aurait également pris d'autres objets dans l'entrepôt, n'est-ce pas? Après tout, cet endroit regorgeait de trésors hollywoodiens. Mais non, le costume fut le seul objet à disparaître. Sans suspects en vue et avec aucun autre objet manquant de signaler, ce vol semble être un coup de maître digne de Thanos lui-même. Vous savez, si ce personnage n'était pas, fictif. Pour conclure, le dernier article de notre liste est véritablement hors du commun, au sens propre du terme. Dans les années 70, après la mission Apollo 17, les astronautes Eugene Cernan et Harrison Schmitt ont prélevé un morceau de roche lunaire et ont décidé de la partager avec le monde. Pourquoi pas, après tout? Les autorités ont donc découpé la roche, qui provenait en fait de 3 sources différentes, et en ont envoyé 270 fragments en cadeau aux nations du globe. Avance rapide jusqu'à nos jours, et plus de la moitié de ces pierres de lune cédées par bonne volonté a disparu. Certaines se sont volatilisées, tandis que d'autres ont été jetées aux ordures. Aussi surprenant que cela puisse paraître, la pierre lunaire d'Irlande s'est retrouvée dans une décharge de Dublin après un incendie dans un observatoire. Joseph Gutteins, un ancien agent de la NASA devenu détective en roches lunaires, s'est lancé dans une quête pour retrouver ses cadeaux cosmiques. Il a même offert 10 000 $ pour la pierre lunaire manquante de Malte, mais elle demeure introuvable. Apparemment, les roches lunaires sont considérées comme des trésors célestes. Alors, si vous avez une pierre lunaire oubliée dans un tiroir, il serait peut-être judicieux de vérifier si elle figure sur la liste de Gutteins. Le monstre du Loch Ness ne vient en réalité pas d'Écosse. Il s'avère que cette créature réelle vivait dans les eaux glaciales de l'Antarctique il y a environ 70 millions d'années. En 2019, des chercheurs ont découvert des fossiles d'un énorme reptile marin préhistorique qui ressemble énormément à la bête que les gens ont fini par surnommer Nessie. Cet animal était terrifiant, mesurait jusqu'à 11 mètres de long et avait un cou immense semblable à celui d'une girafe. Et il pesait environ 15 tonnes, ce qui équivaut au poids de 3 éléphants. Poursuivons notre liste d'animaux gigantesques avec un pingouin. Je sais, les pingouins n'ont pas vraiment la réputation d'être grands, mais des scientifiques viennent de découvrir ce qu'ils pensent être le plus grand pingouin ayant jamais vécu, le Kumimanu fordisei. On pense que ces oiseaux géants erraient près de la Nouvelle-Zélande il y a environ 55 millions d'années et qu'ils étaient énormes, pesant plus de 150 kilos. Cela représente environ 5 fois la taille des manchots empereurs, que l'on considère aujourd'hui comme les plus grands parmi cette famille d'oiseaux. Passons maintenant des plus gros aux plus petits. Voici B. Manfred Schmidt,
Un grand singe ayant vécu il y a environ 12 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Allemagne. Cette créature est très spéciale, car c'est le plus petit grand singe jamais découvert. Et quand je dis petit, je veux vraiment petit. Cet ancien animal ne pesait pas plus de 10 kilos. À peu près la taille d'un chat très bien nourri. Si vous pensez que les petites créatures ne sont pas effrayantes, attendez de voir cette tarentule bleue électrique. Cette nouvelle espèce découverte dans les mangroves de Thaïlande a vraiment l'air d'arriver d'une autre planète. Sa teinte éclatante ne provient pas d'un pigment. Elle a en réalité pour cause la structure unique de ses poils, qui reflète la lumière bleue et lui donne cette apparence d'extraterrestre. Plongeons encore plus loin à présent dans les profondeurs glaciales et noires comme la poix. À environ 610 mètres de profondeur dans la mer d'Andaman, des scientifiques ont découvert une nouvelle espèce de requin fantôme, qu'ils ont nommé Chimaera supapae. Il a l'air tout droit sorti d'un film d'horreur. Un corps lisse et pâle, des nageoires qui semblent serties de plumes et de grands yeux effrayants. Ces requins fantômes ne sont en réalité pas des requins. Ils y sont seulement apparentés, s'étant séparés de leurs cousins il y a environ 400 millions d'années. La bonne nouvelle, c'est qu'ils ne dépassent qu'à peine la taille d'une boîte à chaussures. Vous disiez peut-être qu'on avait fait le tour des créatures étranges? Eh bien voici un ancien amphibien du Brésil, scientifiquement connu sous le nom de Carosei. Cette créature géante nouvellement découverte, qui ressemble à un crocodile, vivait pendant la période du Trias, il y a donc plus de 240 millions d'années. Mesurant près de 3 mètres de long, elle possédait une mâchoire puissante, semblable à celle de l'alligator moderne. Cette bête était une vraie survivante. Elle s'était adaptée aux conditions les plus extrêmes que la planète ait jamais connues. L'année dernière, des scientifiques observaient la dense forêt amazonienne de nuit lorsqu'ils sont tombés sur de curieuses araignées oranges qui avaient l'air d'être chaussées de bottes noires. L'équipe a rapidement compris qu'il s'agissait d'un nouveau type d'araignée crabe, mais non, elles ne ressemblent pas du tout à des crabes. Elles ont simplement reçu ce nom parce que, perchées sur des plantes, ces araignées étendent leurs pattes latéralement, comme des crabes. Saviez-vous que certaines nouvelles espèces portent le nom de célébrités? Par exemple, l'icône hollywoodienne Harrison Ford a maintenant son propre serpent. Découverte au Pérou, l'espèce T. Harrison Fordi rend hommage à l'acteur célèbre pour son rôle d'Indiana Jones, un archéologue connu pour sa peur notoire des serpents. Mais contrairement aux vilains serpents des films en question, cette nouvelle espèce est assez modeste en taille, mesurant environ 40 cm de long. Nous avons également le Rhampholéon princei, une petite, nouvelle espèce de caméléon pygmée originaire de Tanzanie, qui a été nommé en l'honneur du rappeur et poète américain Prince Ea. Il a reçu cet honneur en raison de son travail de sensibilisation aux enjeux environnementaux mondiaux. Un autre homonyme célèbre est un serpent mangeur d'escargots que l'on trouve dans la végétation des forêts du Panama. S. Irmelindy caprioae, hommage à notre Léo préféré, mesure environ 38 cm de long et passe ses nuits sur les feuilles de palmier à la recherche d'escargots et de limaces. Ses yeux ronds ressemblent à des braises incandescentes et peuvent être un peu effrayants, mais dans l'ensemble, c'est plutôt une créature tranquille. Même lorsqu'elle se sent menacée, elle ne mord pas. Elle s'enroule simplement sur elle-même et dégage une très mauvaise odeur. Maintenant, quelque chose d'un peu plus sinistre. Venomius Tom Hardy. Ce nom vous dit-il quelque chose? Eh oui. Cette nouvelle espèce d'araignée a été nommée en l'honneur de l'interprétation par Tom Hardy du célèbre personnage de Marvel, Venom. La raison? Les taches noires présentes sur l'abdomen de l'araignée rappelaient aux chercheurs le célèbre anti-héros. La plupart des araignées de cette espèce ont été trouvées en Australie, la nuit, assises sur des toiles complexes dans des zones forestières près de la côte. Lorsqu'on les dérange, ces bestioles effrayantes se cachent souvent dans des creux tapissés de soie de branches d'arbres. Nous avons également quelque chose pour les fans du Seigneur des Anneaux. Dans les eaux vastes et chaudes du fleuve Amazon, des scientifiques viennent de découvrir une nouvelle espèce de pacu. Ce poisson est un parent du terrifiant piranha, avec un régime alimentaire à base de plantes et des dents semblables à celles des humains. Il a été nommé Myloplus sauron, en raison d'une audacieuse marque noire verticale sur le flanc qui rappelait aux chercheurs le symbole de l'œil flamboyant du méchant Sauron de la saga épique de Tolkien. Attendez, est-ce un capybara bronzé ou un chien sauvage? Eh bien, en fait, c'est ni l'un ni l'autre. Il s'agit d'un cerf nain nouvellement découvert. Cette minuscule créature, à peu près de la taille d'un basset hound, se faufile à travers les forêts du Pérou. Ses grands yeux, son corps trapu et ses pattes courtes rendent cet animal tout simplement adorable.
Ce joli petit cerf est le parfait opposé de ce que nous allons voir à présent. Cette créature d'apparence bizarre ressemble un peu à la bête aux 5 dents. Ces fossiles, découverts en Patagonie chilienne, ont montré qu'elle vivait à l'époque des dinosaures, il y a environ 72 millions d'années. Cette découverte est une preuve supplémentaire que des mammifères parcouraient bien cette partie de l'Amérique du Sud, à cette époque. En passant des forêts d'Amérique du Sud au désert d'Australie, nous rencontrons un dragon des sables connu scientifiquement sous le nom de Ctenophorus chacalpa. Avec sa couleur et son corps long et élancé, ce lézard semble tout droit sorti du film Dune. Découvert l'année dernière, ce dragon des sables se fond parfaitement dans les paysages brûlants du grand désert Victoria, dans le sud de l'Australie. Pendant plus de 10 ans, une créature aux grands yeux a réussi à se cacher des scientifiques qui s'aventuraient dans les montagnes du sud-ouest de la Chine. Mais en 2023, le groupe a finalement réussi à prendre quelques photos de cette grenouille qui ne correspondait à aucune espèce connue. Elles sont maintenant connues sous le nom de grenouille odorante de Leishan, une espèce qui mesure environ 5 cm de long et présente de petites bosses sur son corps vert gazon. Au large des côtes du Chili, nous avons récemment découvert un mont sous-marin presque 4 fois plus haut que le Burj Khalifa. Les montagnes sous-marines abritent généralement de magnifiques formes de vie, des jardins d'éponges et des coraux anciens. Mais ce mont sous-marin chilien cachait également un type rare de calmar doté de longs tentacules ressemblant à des nouilles, ce qui lui donne un peu l'apparence d'une assiette de spaghettis sous-marine. Avec ses tentacules, cette étrange créature peut mesurer jusqu'à 40 mètres de long. Récemment, des scientifiques plongeaient dans les eaux froides de la péninsule antarctique lorsqu'ils ont cru tomber sur un dragon à écailles ordinaires. Mais cette créature avait quelque chose d'inhabituel. Il s'est avéré que ce poisson avait 2 rayures verticales plus foncées le long de son corps élancé. C'est alors qu'ils ont réalisé qu'ils étaient en train de regarder une nouvelle espèce, l'Acharotaxis gouldae. Passons maintenant du très bizarre au super mignon. En 2017, des habitants faisaient bien de la plongée près de l'île de Kyūm au Japon, lorsqu'ils ont découvert le Clavellina ossipandae. Cette étrangeté des abysses a rapidement conquis le cœur des gens grâce à son apparence. Ces taches noires ressemblent aux yeux et aux oreilles d'un panda, même s'il faut avoir beaucoup d'imagination. Cette créature filtre l'eau pour attraper sa nourriture et nous rappelle une nouvelle fois que l'océan regorge de merveilles.